Bienvenue sur D'homme à homme. Dans ce podcast, je donne la parole à des hommes qui, de leur sensibilité, s'expriment dans le monde d'aujourd'hui. Je m'appelle Loïc Gernot et 2 fois par mois, je vous invite à la rencontre de personnalités inspirantes qui nous amènent à porter un nouveau regard sur le masculin. Qu'est-ce que la sexologie ? Pourquoi consulter un sexologue ? Comment communiquer ses désirs à son ou à sa partenaire ? D'où vient le mot masturbation ? L'homme a-t-il lui aussi des cycles ? Et comment peut-on parler de sexualité de manière décomplexée ? Voilà notamment les questions auxquelles nous tentons de répondre avec mon invité de la semaine. Olivier Magerin est le créateur du Love Health Center à Bruxelles. Il accompagne les personnes vers un épanouissement sexuel. Dans cet épisode, nous échangeons sur son itinéraire atypique, sa vie d'homme, et Olivier nous apporte son expérience sur ces sujets encore tabous. Entretien avec un sexologue afin de dévampiriser la sexualité. Bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Loïc. Comment vas-tu ? Très très bien. Quelle est ta météo du jour ? Ta météo intérieure du jour ? Je vais très très bien, merci. Je suis vraiment très relax, posé. Un peu comme si je me sentais en vacances, tu vois, un peu cette ambiance-là. Même si j'ai beaucoup de choses à faire dans la vie, je me sens un peu comme déjà dans une capsule un peu intemporelle. Et je me sens très bien, avec un sourire intérieur. Chouette, heureux d'entendre ça. Eh bien, pour commencer, j'avais envie de savoir comment on devient sexologue. Comment tu en es arrivé là où tu es ? Merci. Eh bien, figure-toi que j'ai travaillé 15 ans dans le forage pétrolier en tant qu'ingénieur et ensuite j'ai fait un burn-out. Et pendant ce temps-là, l'usine pour laquelle je travaillais a délocalisé. Donc il y avait vraiment, ok, carte blanche. Je peux faire ce que je veux parce qu'en fait tous les éléments extérieurs se changent au-delà de ma volonté. En fait, c'était juste, ok, c'est une opportunité que la vie m'offrait. Mais je ne savais pas nécessairement ce que je voulais faire. Donc je me suis reconverti d'abord parce que mon premier coup de cœur, c'était de dire, j'aime tellement le corps, le toucher et la relation que je suis devenu ma sœur. J'ai proposé quelque temps brièvement des massages. Et puis, c'est en faisant l'expérience que je me suis dit, c'est génial, mais ça répond pas encore tout à fait à mon vrai besoin, mes vraies envies. Enfin, si je veux vraiment vivre une vie pleinement épanouie, où tous les éléments contribuent sans faire de compromis, tu vois. Et puis, un jour, je rencontre une amie qui reprenait des études et elle m'a dit, mais oui, je peux reprendre des études. Ça m'était jamais passé par l'esprit. Tu vois, après 15 ans d'engineering, et puis je me suis dit, ah ouais, et si je reprenais des études? Et j'ai pensé tout de suite à la sexologie à ce moment-là. Si je voulais reprendre des études, j'avais envie de devenir sexologue. Et parce qu'en fait, depuis très très longtemps, même très jeune enfant, je me souvenais que c'est une thématique qui moi me passionnait. Et alors que j'étais ingénieur, j'avais une grande bibliothèque de livres sexo, vraiment j'achetais régulièrement des informations parce que c'est un sujet qui me passionne et j'ai toujours l'impression que il y a tellement plus à savoir que ce qui est transmis on va dire naturellement dans notre culture. Et donc j'avais cette passion et je me dis autant mettre toutes mes compétences professionnelles au service de ma passion. Et donc j'ai repris des études à l'Université libre de Bruxelles et je suis devenu sexologue. Et voilà, c'est un peu arrivé comme ça, hein, avec une proposition de la vie de me dire, ok, c'est une opportunité, t'en fais ce que tu veux, mais en tout cas, on te libère de ton job précédent parce qu'il il est délocalisé. Et j'ai sauté sur l'occasion donc c'était vraiment un cri du cœur pour moi de me lancer dans cette nouvelle aventure. Et du coup, il y a des études de sexologie pour devenir sexologue. Oui, tout à fait. C'est quoi le cursus ? Alors, il y a plusieurs possibilités pour devenir sexologue. En tout cas, j'imagine que c'est différent dans chaque pays. Mais en Belgique, le métier, le diplôme est reconnu, mais le métier n'est pas protégé. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire « je suis sexologue ». Ça peut être un psychologue ou n'importe qui, mais n'importe qui peut annoncer être sexologue parce que le métier est pas protégé.
c'est en discussion et en négociation, et c'est au niveau politique depuis très longtemps, mais c'est une saga qui n'en termine pas pour l'instant. Et, en fait, mais on peut venir sexologue en suivant des cours, on va dire, brefs ou longs, privés ou publics. Et moi, j'ai choisi de faire ça à l'université, parce que ça permet d'avoir, voilà, une plus grande légitimité, et plus de connaissances et plus de variété aussi au niveau des professeurs et des thématiques qu'on apprend. Et donc, ça m'a vraiment plu énormément. Et comme je voulais vraiment travailler avec la jeunesse, dans mes choix de cœur, c'était de travailler avec la jeunesse. Je me suis dit, autant aller chercher le cours qui me paraît le mieux, en fait. Donc, j'ai cherché, en fait, le cours qui me paraissait le mieux sur le marché. Enfin, on se comprend, hein, sur le marché, sur ce qui est disponible. Et je dis, c'est là que je vais m'investir, quoi. Et voilà. Et pourquoi on consulte un sexologue? Ah, c'est une bonne question. Je le dis régulièrement, en fait. J'ai pas deux clients ou clientes ou couples qui sont les mêmes, en fait. Et donc, même s'il y a peut-être des thématiques qui parfois se répètent, certes, j'ai pas deux thématiques les mêmes. Chaque client vient vraiment avec sa propre histoire, son propre besoin, et sa propre dynamique, personnalité. Donc vraiment, il y a plein de raisons pour venir consulter. Il y a de plus en plus de gens qui consultent de manière proactive. C'est-à-dire que ça va bien, mais ils se disent, je vais pas attendre. Oui, il y a certainement mieux. Et si j'osais m'informer ou voilà, enrichir mes connaissances ou oser être vulnérable et poser des questions sur l'intimité, sexualité, ou même des couples qui disent on va pas attendre d'avoir des difficultés, on va essayer déjà de voir comment on peut embellir notre vie relationnelle et sexuelle et notre vie intime. Donc ça, c'est vraiment chouette et c'est de plus en plus, ça me fait plaisir. Mais je pense que ça existe de plus en plus parce qu'aussi, en tant que sexologue, si on le propose, ça fait écho. Et donc, les gens peuvent s'y intéresser. C'est sûr que si on ne le présente jamais, ça va peut-être pas venir spontanément. Et donc, si on apprend la sexo à l'heure actuelle à l'université, on nous dit, mais voilà, c'est juste on va dire une opinion, hein, ou des habitudes, que notre métier sera de travailler sur les problèmes, les difficultés des gens, qui sont souvent problèmes d'érection, d'éjaculation, d'orgasme, d'anorgasmie, de vaginisme, de dyspareunie, donc de douleur génitale, de contact ou de pénétration, que sais-je. Et donc c'est un peu les thématiques classiques. Mais moi je me suis dit au fond de moi, je fais pas ce métier-là pour ça, en fait. Oui, il y aura ça, mais c'est plus anecdotique. Moi, j'ai vraiment envie de prendre plaisir et que chaque jour dans ma nouvelle vie soit une célébration, parce que j'ai le sourire d'aller rencontrer les gens et ça me motive énormément d'accompagner les gens. Et je pouvais pas me projeter dans un rêve de me dire je vais peut-être faire 6 consultations sur la journée et tout le monde va me parler de ces problèmes qui sont toujours les mêmes. Non. Et donc, je propose vraiment une approche décomplexée de la sexualité, d'œuvrer pour un bien-être et un mieux-être et d'oser avancer, parce que même parfois on va très bien, mais on peut aussi se donner les moyens d'apprendre plus et d'être ouvert, juste décomplexer la question et se donner les moyens de voir la sexualité de manière beaucoup plus riche et puissante qu'elle puisse l'être. Parce que effectivement, un travail d'un sexologue, c'est quand même, en moyenne, c'est ce qu'on dit dans le métier, c'est 80% d'information. Donc on donne 80% de notre temps, c'est de donner de l'information, parce qu'il y a tellement de méconnaissances ou de connaissances, on va dire un peu dysfonctionnelles, dans le sens où elles créent des complications en aval, que voilà, notre rôle, c'est déjà d'informer. Et donc je fais beaucoup d'activités qui permettent de réduire de rendre l'accès à la sexologie beaucoup plus naturel et facile. Plutôt que d'attendre un problème, on peut venir faire un atelier, faire un cercle de parole, on peut voir un spectacle d'improvisation, on peut écouter un podcast, on peut lire un livre, et je suis disponible aussi pour juste une question, par exemple. Donc moi, je me prends pas de rendez-vous d'1 heure, par exemple. Ça, j'ai jamais fait. J'ai jamais pris un rendez-vous d'1 heure. Je prends un rendez-vous avec une personne, et on parle de ses besoins, un peu comme si on était entre amis assis dans un divan, dans un salon, et on papote. Et puis
Et en fait, s'il y a une question, on aborde une question. S'il y a une grosse difficulté, on aborde cette difficulté. Et si ça prend une demi-heure, 1 heure et demie ou 3 heures, eh bien, on prend le temps qu'on prend. Parce qu'en fait, on est tous différents. Et c'est ma manière de créer un peu mon métier. Je me suis dit, c'est à moi de créer mon propre métier. Et je m'écoute moi avant tout. Et du coup, est-ce que dans notre société qui a tendance à se focaliser sur les symptômes et en oublier les causes, est-ce que justement, à travers ton accompagnement, finalement peut-être les problèmes de sexualité que rencontrent les gens sont le symptôme d'un mal-être ou d'un quelque chose qui va pas dans la vie au quotidien? Est-ce que c'est du coup quelque chose que tu englobes dans ton accompagnement pour aller voir plus loin en fait que le symptôme? Oui, parce qu'en fait déjà la vision du symptôme pour moi c'est une interprétation. C'est pas nécessairement quelque chose de négatif. C'est plutôt la connotation qu'on y met. C'est comme une douleur. Une douleur, on peut la voir comme quelque chose de négatif, et finalement, on peut la voir comme quelque chose qui attire notre attention, notre conscience. Révélatrice, oui. Elle nous révèle des choses. Elle nous demande d'y consacrer du temps, un peu plus de conscience et d'éveil, et de voir le potentiel que ça nous apporte aussi. C'est souvent à travers en fait les inconforts que la vie nous guide vers des nouvelles apprentissages, rencontres, découvertes, expériences. Et de se dire que plutôt que de le vivre en victime et d'être quelque part, perdre un peu, déléguer, enfin, ne pas penser à prendre sa souveraineté et puis se positionner comme faible, fragile ou victime d'une situation, peu importe ce qu'elle est, de voir à quel point elle peut nous apporter finalement beaucoup de belles choses et qu'elle nous permet d'apprendre, d'être curieux et de rebondir. Souvent, quand on accepte déjà l'événement et de le voir autrement, ça change toute la dynamique et de se rendre compte qu'on peut aussi décomplexer, parce que parfois on pense qu'on a des difficultés en sexualité, mais culturellement, du fait qu'il y a peu d'éducation, peu de dialogue, peu de connaissances et que les gens sont assez timides pour en parler, qu'on soit homme ou femme ou peu importe notre genre, c'est évident qu'en fait on vit certaines choses comme une difficulté ou comme une pénalité parfois ou un gros problème, alors qu'en fait c'est beaucoup plus présent qu'on puisse l'imaginer, et ça permet de rentrer avec plus de sensibilité en fait sur le sujet, d'ouvrir sa conscience à quelles sont nos spécificités. Donc même si on peut parler par exemple tout simplement d'un problème classique en sexualité qui est assez rare dans mes consultations, mais qui arrive, c'est par rapport à des difficultés par exemple d'érection, c'est déjà de comprendre tout le phénomène de l'érection. Et puis on se rend compte que plus on se questionne et plus on apprend, et en fait il y a énormément de pistes de réflexion juste sur le simple phénomène de l'érection, qui est pas simple, qui est justement complexe, mais que en général les gens ne connaissent pas. Plutôt de dire ça va pas et je veux te résoudre, ah oui, mais en fait ça nous permet de comprendre comment fonctionne le corps, qu'est-ce qui entre en compte, quels sont tous les paramètres. Et j'ai l'habitude aussi de travailler un peu en mind map, tu vois, en arborescence. Dire ok, ça résonne avec ça, avec le corps, avec la sensation, avec le moment de la journée, avec ma période de vie, avec mes émotions, avec le contexte, en fonction du partenaire, en fonction de mes pensées, et se rendre compte qu'en fait on a beaucoup de pistes pour avancer et transformer une situation en quelque chose de beau, et finalement de certainement un jour avoir la gratitude pour ce moment, parce que ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses et finalement devenir un peu plus compétent dans le domaine, ou avec plus d'aisance, de bien-être, de satisfaction, et de sentir qu'on s'apprend à travers une expérience plutôt que de la subir. Donc c'est souvent un levier d'apprentissage important d'avoir un petit un challenge. Et pour ma part, c'est vrai que ça me vient à l'esprit maintenant. Moi, j'ai souffert d'énurésie de mes 4 ans à 18 ans. Donc, c'est-à-dire de faire pipi au lit. Et c'est sûr que je suis né quelque part. Ça a apparu à 4 ans. Donc, je veux dire, j'ai vécu toute ma jeunesse dans ce contexte-là. Et le rapport à mon corps et à la vie et à la sexualité était tout de suite challengé, en fait.
parce que ça m'a amené plein de questions. Comment fonctionne le corps? Pourquoi il réagit pas à mes pensées? Pourquoi? Et puis, de me rendre compte qu'aujourd'hui, mon corps, c'est quand même mon meilleur allié et quelque chose de fantastique qui m'envoie plein de sensations fabuleuses et qu'il a fallu que j'apprenne à comment il fonctionne et comment j'interagis avec lui. Mon corps, c'est moi-même. Il n'y a pas de dissociation, hein. Je suis unifié. Mais à quel point, quelque part, par la difficulté, j'ai, ouais, je suis passé par des difficultés intenses pour moi qui m'ont permis de construire une relation à mon corps en slow sex, en pleine conscience, qui est, moi, je pourrais le dire quand même hors du commun à l'heure actuelle, je pense. Parce que je parle d'état orgasmique et je sais qu'on peut beaucoup de personnes se dire, mais c'est quoi ce truc? Mais oui, mais bon, quand on développe quelque chose, on peut en faire quelque chose d'inattendu. Et autant c'est parti d'une pénibilité, autant c'est devenu presque un joyau et me dire heureusement que ça m'a challengé autant d'années. Ça m'a emmené sur des pistes qui font aujourd'hui la beauté de ma vie finalement. Et tu parlais tout à l'heure de méconnaissance, ou peut-être de stéréotypes qui ont la vie dure. Sans les énumérer tous, c'est quoi qui revient régulièrement ou qu'est-ce qui reste pas mal ancré encore aujourd'hui? Oh. Alors, chaque personne est différente. C'est sûr que si je pense à chaque individu que j'ai vu encore récemment, je pourrais citer des choses, mais les tendances. Mais je pense qu'une des premières choses qui me vient à l'esprit là, c'est de se rendre compte qu'en fait, les corps, peu importe, ils sont plutôt du genre masculin ou féminin, on va dire, enfin, génitalement ou bien peu importe notre genre. En fait, le corps humain est très très similaire, quels que soient les genres. Et il fonctionne vraiment d'une manière, pour moi, évidemment, on va vivre des sensations et des expériences différentes, mais le rapport à la sensation, au plaisir, à l'excitation, à l'acte sexuel, pour moi, qu'on soit homme ou femme ou peu importe, c'est la même chose. C'est vraiment extrêmement similaire. C'est parce que quelque part, c'est une vue de l'esprit d'essayer de séparer ces choses-là. Certes, il y a des spécificités, mais c'est extrêmement similaire. Si on prend un simple exemple, encore récemment que j'ai eu dans une consultation, c'était c'est rare, mais c'est arrivé. C'est une personne qui venait dans un couple par rapport à un problème de vaginisme et de se rendre compte à quel point en fait les deux partenaires peuvent s'aider parce qu'en fait la manière dont fonctionne le sexe féminin, le vagin par rapport à l'érection, c'est la même chose pour l'homme pour son pénis d'une certaine manière, même si l'équivalent du pénis masculin, enfin féminin, c'est le clitoris avec ses branches. Ça n'empêche que l'afflux de sang et la tumescence, donc l'érection génitale, l'afflux de sang dans les parties génitales, on le voit entre autres par le pénis, mais il n'y a pas que en soi le pénis, il y a la prostate, il y a toute la zone qui est nourrie par ça, mais toute la zone génitale dont le vagin fonctionne de la même manière et on peut pas commander une érection. Aucun homme peut dire on claque des doigts et puis hop, j'ai une érection à la demande quand je veux. Non, on peut pas le provoquer. C'est une réaction physiologique du corps qu'on peut apprendre, qu'on peut apprivoiser, qu'on peut essayer de provoquer, mais on peut pas décider. Et tout autant que la femme ne peut pas le faire non plus. Et quand on comprend ce genre de choses, ça change énormément les dynamiques relationnelles. Parce que souvent, ces dysfonctionnements de mauvaise compréhension de comment fonctionne par exemple une érection, comment fonctionne aussi quelque part l'érection féminine et donc l'ouverture du vagin et ainsi de suite, la réceptivité du vagin, ben ça crée des comportements qui viennent amplifier des difficultés ou créer des problèmes alors qu'on peut les désamorcer à la base en fait et se comprendre les uns les autres. Et si les femmes regardaient plus les hommes et les hommes les femmes, je pense qu'on enrichirait pour soi et pour l'autre de manière assez forte notre sexualité. Un autre élément qui me vient à l'esprit aussi, c'est la question du plaisir, parce que quelque part, comme on consacre très peu de temps finalement à comprendre le plaisir, à en faire un art et à l'accueillir, on crée beaucoup de difficultés en aval et de peine en fait. De tristesse ou de douleur ou de difficulté parce qu'en fait on passe pas assez de temps à vraiment comprendre l'art du désir, enfin du plaisir et du désir en fait. C'est deux choses vraiment particulières et pour lequel
ça se résume à 2 mots, quoi, plaisir, désir, mais derrière il y a un univers, des connaissances, des compétences et une approche qui peut être transformée. Et ensuite, en connaissant plein de choses, on peut, avec notre propre créativité, intelligence et spontanéité, intuition, en faire quelque chose d'unique pour soi-même. Mais je pense que la notion du plaisir, elle est peu comprise et peu développée. On se focalise peut-être trop, on est peut-être trop génitocentré parfois. Et ça, c'est je pense, à créer des difficultés chez les gens. Parce que quelque part, c'est vrai que la sexualité en soi, enfin en tout cas le génital, c'est la porte d'entrée pour moi de l'éveil du corps dans des sensations intenses, belles, orgasmiques et autres. Mais c'est pas la seule. C'est pour moi comme une invitation du corps en disant là, c'est très intense. Là, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. Là, c'est jouissif. Là, c'est un moment de rencontre à soi et à l'autre qui est très beau. Mais c'est juste pour moi comme un outil d'éveil du reste du corps. Et qu'en fait, on peut déployer ce plaisir et ne pas en faire un monopole du génital aussi. C'est parfois juste un changement d'esprit qui permet de voir les choses différemment et d'être éveillé à des choses qui étaient un peu passées sous silence quand d'autres zones du corps sont parfois très sensibles, érogènes ou sources de plaisir et qu'on les déconnecte ou qu'on les classe dans des parties différentes. Si on arrivait à les nourrir les uns les autres, je dis souvent aux gens, ne vous forcez pas à essayer de correspondre à un modèle autre que vous-même. Si votre porte d'entrée, c'est le sourire, ben commencez par le sourire. Si pour vous, être en lien dans le plaisir, la sexualité, ça commence par la danse, soyez dans la danse. Certains, c'est l'odeur et le parfum. Pour d'autres, c'est le contact. Pour certains, c'est les attentions. Pour certains, c'est le toucher corporel à certains endroits. Peu importe. Écoutez-vous. Si pour vous, voilà, c'est en touchant les pieds, les jambes, que sais-je, le dos, la poitrine, ça éveille cette envie c'est votre porte d'entrée. Écoutez votre unicité. Et ensuite, tout le corps peut s'allumer, en fait, hein. C'est comme des lumières qu'on allume. Et puis, finalement, on peut éveiller toutes les zones du corps. Et les zones sensibles du corps principales permettent de sensibiliser les autres. Et ouais, j'entends aussi beaucoup, en fait, finalement, comme à travers beaucoup de choses, on a tendance à se projeter vers l'extérieur. C'est revenir à l'intérieur, reprendre sa souveraineté, la souveraineté de son plaisir. J'imagine que ça passe par là, en fait, et à se connaître pour savoir justement qu'est-ce qui nous fait plaisir et aussi comment je peux le communiquer à l'autre. J'imagine que tu accompagnes à cette compréhension. Oui, on est... Je veux bien que tu répètes la question, si tu veux bien, pour ouais. Plus simplement, finalement, pour avoir une sexualité de toute façon connectée dans nos rapports avec l'autre, est-ce qu'il faut être d'abord connecté à soi? C'est évident que ça aide. Je pense que c'est un jeu d'écho et une dynamique d'aller-retour comme ça, où un peu comme dans la vie, parfois on est plus orienté en introspection, parfois dans la vie extérieure et ainsi de suite, c'est aller-retour. Et je pense que, comme je disais juste avant, pas besoin de se forcer à essayer de correspondre. Parfois, certains rentrent dans l'intimité, la connaissance de soi à travers l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont tellement passionnés, orientés vers l'autre, essayer de faire plaisir, être à l'écoute, et ils aiment partager. Et on a l'impression qu'ils s'occupent que de l'autre, mais en fait, si on est conscient qu'on s'occupe de soi à travers ça et que c'est un jeu de win-win, enfin gagnant-gagnant, et que c'est un retour à soi aussi, parce que c'est un moment qu'on partage à deux, c'est aussi très bien en fait. C'est d'accepter quel est le point de départ qui nous paraît naturel, d'être à l'écoute de soi. Et c'est vrai que plus on est à l'écoute de soi, mieux on peut comprendre l'autre et vice versa. Parce que quand on est vraiment intimement à l'écoute de quelqu'un d'autre, de son ou sa partenaire, et ça nous éveille quand même un univers de découverte quotidien assez impressionnant, parce qu'on évolue, et donc ce qu'on croit connaître évolue aussi en fonction de l'autre. L'autre a des nouveautés à nous apporter et nous apporte à travers sa sensibilité quelque chose pour nous. Parce que pour moi, c'est un peu comme si l'autre se connaît mieux que nous, c'est un peu notre guide dans la vie qui peut nous amener à faire ce chemin vers soi. Quelqu'un qui s'autorise des choses, il autorise l'autre à le faire. Quelqu'un qui arrive facilement à parler d'émotions, il va plus facilement amener l'autre à dire « Ah ben tiens, finalement, ça fait tellement de temps que je te côtoie,
je peux me poser et exprimer des émotions parce qu'avant je trouvais pas les mots, je savais pas comment le dire, j'arrive pas à détailler. Et parfois ça peut être aussi par rapport à la sensibilité du corps. Et, tiens, s'il y en a un qui a un corps qui réagit plus vite, ça peut être une source d'inspiration et de rencontre. Tant qu'on le cadenasse pas et qu'on n'en fait pas un monopole et qu'en fait on sent que c'est juste une porte d'entrée parmi d'autres, être à l'écoute de l'autre, ça permet de se dire tiens, l'autre il réagit à ça, ou tel plaisir lui fait du bien, ou tiens ça fluctue beaucoup plus que moi. Enfin voilà, en ouvrant notre curiosité, ça nous ramène aussi à nous-mêmes. Et quelque part, quand tu me disais tiens quels sont les dysfonctionnements aussi qu'on peut voir de manière générale dans la société, une des simplifications que je vois, c'est que jusqu'à présent, en tout cas, je trouve que on développe beaucoup plus la sexualité féminine à l'heure actuelle, pour des raisons très valables, parce que le clitoris avait disparu des manuels d'anatomie médicale et éducatifs pendant des années, et c'est inadmissible. Enfin, on a amputé toute la société, les hommes comme les femmes. Et puis, la femme veut se réapproprier son plaisir parce que le plaisir féminin a souvent été, et l'est encore, difficile d'accès parce que une femme qui quelque part a beaucoup de désirs, elle est plus jugée et critiquée qu'un homme. Donc on sent que la femme doit aussi, elle a tellement accumulé de mal-être et aussi elle a la niaque de dire on va aller changer les choses et on prend les choses en main que on commence à avoir plein de diversité du plaisir et des revendications féminines. Mais cette diversité, cette complexité, elle existe chez l'homme aussi. Je pense que mes connaissances, c'est de croire que le plaisir masculin, il est simple. Qu'on soit homme, ou qu'on soit femme, ou peu importe notre genre, c'est de regarder l'homme comme quelque chose de simple, basique, fonctionnent tous les mêmes. Ils ont tous envie, ça fonctionne facile, ils ont tous une érection, ou ils ont tous un organe, ou ils s'en foutent, ou bien c'est mécanique. Non, je pense qu'il y a, moi, à force de rencontrer les hommes, et je peux le percevoir aussi dans les podcasts que tu fais, parce que quand j'écoute, je me doute aussi que toutes ces personnes ont aussi toute une histoire sexuelle personnelle qui doit être très riche et qui a évolué, et se rendre compte que cette sensibilité, elle se traduit dans la sexualité aussi, que peut-être qu'un jour, les hommes vont oser afficher avec plus d'audace leur unicité, leur différence, leur particularité, et de pas voir l'homme comme quelque chose de monolithe tout simple, on va dire bête et méchant, où tout le monde fonctionnerait de la même manière. Moi, je vois beaucoup de personnalités différentes et de sexualités différentes à travers les hommes, et le plaisir des hommes est aussi on va dire complexe, autant que la femme en fait, et riche en fait d'expériences possibles. Faut juste oser en parler. Et comment tu ressens le fait, toi en tant qu'homme, le fait de pouvoir parler de sexologie avec d'autres hommes? Comment est-ce que tu vois qu'il y a plus de facilité de leur part à se livrer à toi, à entrer en relation avec toi? Qu'est-ce que tu observes? En fait, ce que j'observe, c'est j'ai fait un podcast avec un ami cet été. Enfin, j'ai fait 2 épisodes en juillet-août sur. Je constatais que j'avais moins d'hommes qui venaient à mes activités que de femmes. Évidemment, c'est lié aux thématiques, aux titres, et à la méthode, c'est évident. Mais néanmoins, même si je changeais le contenu ou les titres, je me dis, il y a quand même plus de femmes qui viendraient, je pense. Et j'étais curieux, donc on est allé dans les parcs dans Bruxelles avec en micro-trottoir pour questionner les hommes. Et on a eu plein de réponses différentes. On a passé un moment fantastique. Et c'était génial parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on se demandait si on allait être rejeté ou pas. Parce qu'on allait vraiment chaque fois vers les hommes. Qu'ils soient seuls ou en couple ou en groupe. Et on a été accueillis à bras ouverts à chaque fois, quoi. Et on avait des longues discussions. Et les hommes étaient très intéressés d'expliquer leur point de vue de la question, et donner leur réponse, dire tiens, pourquoi pour vous il y a peu d'hommes qui s'intéressent en sexologie, qui viennent moins en consultation, en stage, en cercle de parole, et toutes les réponses étaient valables en fait. C'est évident, et le fait que quelque part, moi j'ai l'impression que c'est quand même lié au fait qu'on culturellement on simplifie un peu trop la sexualité masculine. Et que on a comme si on avait plus à apprendre de la sexualité féminine que masculine, mais il y a énormément de choses, et le plaisir, l'orgasme, les états d'orgasme, ou les types d'orgasme, ou les satisfactions, la manière de vivre pleinement satisfait sa sexualité, elle est tellement spécifique
que ça vaudrait la peine que les hommes puissent faire ce chemin vers eux, parce qu'au plus ils sont authentiques par rapport à eux-mêmes, vrais et authentiques, plus ils sont dans une relation vraie et authentique avec l'autre. Parce bien que sûr. comme tu disais tout à l'heure, plus on se connaît soi, et plus on peut être à l'écoute de l'autre et d'avoir des relations intimes et vulnérables. Il y a une relation, on n'est pas en train de se rencontrer au niveau concept, au niveau modèle ou au niveau Ouais. d'un modèle sociétal. On est soit totalement libre d'être unique, totalement unique, et de rencontrer l'autre. Et je pense que les hommes, moi j'aimerais bien qu'il y en ait de plus en plus. Et figure-toi que récemment, j'ai une connaissance que j'ai rencontrée récemment qui me propose de faire des ateliers ensemble. Et je me suis dit, cette année, fin 2023, en tout cas, on va proposer davantage d'activités pour les hommes, avec des ateliers, des moments de rencontre, des dialogues, relancer un peu plus et voir un petit peu quel est le niveau de réactivité aujourd'hui. Parce que c'est évident que quand je me suis lancé en sexologie il y a 5 ans, et puis en fait, je ne connaissais pas la réactivité du public sur chacun des événements, et tout le monde peut venir avec son conseil, ses idées ou ses croyances. Il y a qu'en le faisant qu'on s'en rend compte. Et en même temps, c'est en résonance avec qui je suis, avec ma vie, avec ma personnalité. Donc, mais c'est étonnant que certaines activités fonctionnent bien, d'autres ça prend du temps et d'essayer. En sexo, on n'a jamais vraiment de certitude. réponse de certitude ni de réponse toute faite. On expérience, on voit et on savoure le chemin, quoi. Et parfois, ça permet de voir où on en est collectivement aussi sur cette thématique. La timidité est quand même assez grande, hein, je le remarque. Il faut J'imagine. arriver. Et parfois, dès qu'on parle sexualité, les gens sont tout de suite dans dans des fantasmes, c'est-à-dire ils imaginent des choses qu'ils connaissent pas et c'est naturel d'avoir toutes ces questions parce que parfois on a peur, on est timide, mais et on prend beaucoup de précautions quand on parle de sexualité, ce qui est normal. Par exemple, quand je fais un spectacle d'improvisation qui s'appelle Tabou, donc je collabore avec 3 artistes qui ont créé un spectacle qui s'appelle Tabou, et donc ils présentent en mode improvisation 8 thématiques par soirée, soit une fois par mois, sur des thématiques sexo. Mais c'est vrai que les gens sont un peu timides, ils osent pas venir, et puis qu'est-ce qu'on va découvrir, ou est-ce que c'est pas plutôt une activité niche pour les gens qui sont plutôt positifs ou déjà ouverts ou qui sont du domaine BDSM ou qui sont, je sais pas, et en fait, on se rend compte que quand tout le monde est dans la salle, ça peut être tout le monde dans la rue, tes voisins, tes amis, tu te rends compte que c'est juste, voilà, on a presque pris un échantillon dans la rue, on a dit installez-vous dans la salle et on démarre un spectacle. Il y a une diversité de gens totalement, voilà, avec des expériences très variées et ça se passe bien. Il y a des gens qui disent ouais mais dernièrement j'ai une question. Quelqu'un a dit oui mais ma compagne veut bien venir mais si ça va pas est-ce qu'elle peut sortir, elle promet pas de pouvoir rester parce que si elle se sent pas bien elle sortira, mais c'est jamais arrivé. Je lui ai dit oui évidemment si tu veux quitter le spectacle quand tu veux, mais tu peux juste être là, écouter et passer un bon moment. C'est juste de l'impro. Si tu connais le théâtre impro, c'est juste aussi beau mais on le fait sur des sujets humains et sensibles qu'est la sexualité. Et c'est jamais arrivé que quelqu'un quitte la salle. Les gens sont toujours contents après, mais on se fait des idées parfois de se dire comment ça va se passer. Et c'est pour ça que j'ai créé quelque part mon ASBL, association sans but lucratif, Love Health Center. Ouais. C'était pour justement créer des activités sexo qui soient accessibles, qui soient hors d'un schéma sexologie, une consultation, 1 heure. Voilà, t'as une question, tu viens, on parle 20 minutes, c'est très bien. Et de rendre la sexo plus accessible, parce que tout ce qui existe a le mérite d'exister, mais il y a beaucoup de choses à faire. Ça reste encore très timide. Il y a des activités sexo qui sont plutôt en privé ou bien dans des communautés où il faut évidemment qu'on rentre dans l'explicite ou l'expérience corporelle, mettre des précautions, mais ça rend encore la chose encore difficilement accessible pour des gens qui ont peut-être plus d'audace ou qui ont suffisamment de confiance en eux pour franchir des grandes étapes à la fois. Mais il y a plein de petits échelons qu'on pourrait déjà faire collectivement, très 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 simple, pour ouvrir le dialogue et enfin déployer un mieux-être. Tu parlais d'impro. Est-ce que l'humour est une des aides, on va dire, une des facilitations pour parler de sexologie, de sexe et de sexualité? Oui, moi je suis convaincu effectivement que les outils du théâtre et l'humour sont des outils puissants pour
se relier, décomplexer, se dédramatiser. Et certaines improvisations sont poétiques, certaines sont humoristiques, certaines sont complètement virtuelles dans un monde, voilà, c'est de la science-fiction totale. Parfois, c'est un peu trash et on est vraiment dans des émotions fortes et simples. Ça navigue dans plein d'univers différents avec beaucoup de tact et c'est très varié, ce qui fait que c'est très plaisant. Enfin, ça fait déjà 2 ans qu'on fait ce spectacle et moi, je suis hyper fan et ébahi de la qualité des artistes. C'est un savoir-faire et que c'est très varié et qu'on se rend compte que certes, on utilise tous ces outils de l'humour, de la légèreté et du virtuel, parce que de l'improvisation, c'est des histoires inventées comme ça. En fait, il y a pas de début, il y a pas de fin. C'est juste, on propose un moment de vie sympathique. Et, et de se rendre compte, en fait, on a décidé de travailler avec cette troupe qui s'appelle The Red Moon Company. Ces 3 artistes fantastiques et leur désir aussi de travailler ensemble, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'importance qui est donnée au moment de parole avec le public. C'est-à-dire qu'avant de lancer une thématique, il y a une question. Donc les artistes se dévoilent vraiment intimement qui ils sont dans la vie, leur expérience. Ils prennent un événement de vie qu'ils ont eu, ou des questionnements, ou des réflexions. Ils partagent à cœur ouvert aussi qui ils sont intimement. Et puis, ils lancent le dialogue avec le public. Et le moment de parole fait partie du spectacle. Le moment de parole, de dialogue avec le public, et donc celui qui veut partage, celui qui veut pas ne partage pas. C'est vraiment libre. Des gens qui parlent beaucoup, d'autres pas. Certains pour certaines thématiques qui les interpellent, parce qu'on ne sait pas toujours répondre à toutes leurs questions. Je veux dire, parfois on a ou pas l'expérience ou quelque chose à dire. Et ça fait partie en fait de ce moment d'intimité, de dialogue, tout autant que l'humour, pour simplement ouvrir les cœurs, je dirais, et le dialogue pour décomplexer et dire ok, on sort des tabous, on va en parler honnêtement. Et c'est très beau, c'est vraiment très beau. J'imagine. Et une des thématiques qui nous a fait nous rencontrer, et je voulais y réagir en rebond, où tu parlais finalement de la sexualité masculine est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, qu'on croit. C'est que en tant qu'homme, comme les femmes, on aurait des cycles. Des cycles, alors je sais pas comment on pourrait les appeler. Bon, on va pas, il y a les cycles menstruels pour les femmes, mais qu'on est en tant qu'homme, voilà, des choses comme finalement à l'image du vivant, des cycles, des choses qui reviennent régulièrement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette thématique et comment ça s'est arrivé, comment tu as pu observer ça? Avec plaisir. C'est d'ailleurs un peu dans ce qu'on parlait juste avant en disant que, pour ma part, que si on révélait davantage la diversité et la richesse des expériences masculines, on se rendrait compte qu'en fait, on a vraiment un champ d'exploration vaste et aussi un champ de rencontre avec l'autre et les autres genres grandissants. Et de se dire que oui, les femmes ont leur menstruation, leur cycle menstruel, tout ça, et qui va avec des cycles hormonaux et émotionnels et autres, et que ça fluctue pour chaque femme de manière bien spécifique. Et bien pour les hommes, je me faisais la réflexion pour moi-même et avec un ami Maxime, que je sentais que j'avais des cycles aussi au niveau de mes désirs, au niveau de ma vitalité, de la sensibilité de mon corps, de la réactivité de mon corps, et que parfois on sentait que ça dépassait les événements évidents, genre si ça fait 3 jours que je dors pas parce que je travaille beaucoup, évidemment mon corps va être fatigué et j'aurai des impacts au niveau de ma vitalité ou de ma sexualité, que sais-je. Mais bien au-delà des choses évidentes, les hommes sont aussi dans un corps qui baigne dans un mélange hormonal et de neurotransmetteurs bien spécifiques et qui fluctue en permanence en fonction de notre alimentation, mode de vie, style de vie, travail, mode alimentaire, hygiène et sexualité. Et que, oui, par exemple, on a des hormones sexuelles qui permettent entre autres la spermatogénèse, et que la spermatogénèse, c'est un cycle de 3 mois, par exemple. C'est rarement dit. C'est un processus continu, certes, mais de 3 mois. Donc, si par exemple un homme se rend compte qu'il est infertile, c'est-à-dire que oui, il a peut-être une émission de sperme, mais le sperme, en tout cas
les spermatozoïdes ne sont soit pas en quantité suffisante, soit pas en état de santé suffisant que pour être fertile, eh bien l'homme peut être infertile. Et quand on soigne un problème physiologique, s'il est d'ordre médical, il faut attendre 3 mois que pour la production des spermatozoïdes qu'on activerait aujourd'hui deviennent matures dans 3 mois. Parce qu'ils commencent, voilà, la spermatogénèse commence au niveau des testicules et puis ça remonte le long des canaux déférents pendant 3 mois jusqu'aux vésicules séminales. Donc c'est un long processus et on se rend compte qu'on est aussi dans les hommes ne sont pas, enfin ils sont liés à des cycles et à des processus qui sont ma perception aujourd'hui, parce que j'ai parlé avec beaucoup d'hommes suite à l'écriture au fait qu'on a produit un podcast avec un ami et qu'ensuite on a écrit un petit carnet d'observation, c'était de se dire, si on osait entre hommes révéler un peu notre réalité intérieure, plutôt que de dire qu'on est des performeurs, qu'on est, je sais pas, on est je sais pas, des super-héros, que pour nous tout est facile et c'est simple. Si on allait écouter comment on se sent avec notre corps et notre libido, notre sexualité et comment elle fluctue. Et moi, je voyais que j'avais des cycles, mais plutôt à l'échelle de l'année. J'avais des cycles sur 3, 4, 5 mois comme ça. Et je me rendais compte que par moment, j'avais plus envie, d'autres pas du tout. Par moment, c'était vraiment en hibernation. Par moment, il y avait beaucoup de désir. Ou que j'avais aussi, un peu comme certaines femmes peuvent expérimenter le fait d'avoir une libido très forte à certains moments du cycle. Certaines femmes, c'est au moment de l'ovulation, pour d'autres au moment des règles. Mais c'est vrai que certaines femmes disent, oui, indépendamment du sentiment amoureux, on va dire, c'est comme si c'était une dimension supplémentaire. Le fait qu'on est dans un corps animal et que le corps nous envoie aussi des signaux, il y a des moments du cycle où elles ont vraiment envie de sauter. Certaines disent, j'ai envie de sauter sur tous les mecs, peu importe, mais j'ai envie de faire l'amour. Et c'est juste bon, agréable. Pour certains, c'est un peu gênant ou tabou, mais c'est là, elles disent, c'est presque irrépressible ou c'est bon. Ou bien, simplement, la libido ou le désir augmente, fluctue de manière sobre, enfin, légère, mais néanmoins présente. Et bien, en tant qu'homme, je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes vivent aussi des cycles un peu de cet ordre-là. Mais comme on n'est pas, si on essaye de se comparer ou d'essayer de trouver des similitudes avec la femme, je crois que on n'est pas sur une même échelle de temps. Ouais. Le cycle production, c'est 3 mois, mais on continue. Mais aussi les cycles de production de la testostérone, j'ai toujours pas trop compris. J'ai cherché dans plein d'articles scientifiques, je lis beaucoup d'articles scientifiques, mais j'ai pas l'impression que la science a vraiment encore compris, ou bien c'est vraiment très complexe. Et il y a des cycles de production très variables pendant la journée, pendant la nuit, et je me doute que dans toutes ces hormones et neurotransmetteurs fondamentaux pour l'être humain, eh bien, on réagit tous demain. On en produit à des moments différents, de manière, en quantité différente, avec une certaine régularité différente, avec peut-être une sensibilité aux hormones variable, ce qui fait que on a encore beaucoup de choses à découvrir. Je pense si on ouvre la porte et qu'on commence à simplement, c'est pour ça que j'ai fait un carnet d'observation, à notifier, on commence à voir les choses. C'est un peu comme les planètes. On pourrait avoir l'impression de dire, il y a des étoiles dans le ciel. Voilà. Mais quand on se rend compte que si on regarde les planètes tous les jours et que le ciel est dégagé, il n'y a pas de nuages, on se rend compte que ça évolue et qu'en fait, on parle de cette voûte céleste, mais aussi, tu vois, l'inclinaison de la Terre, on peut aussi s'en rendre compte à travers... et donc, il y a des phénomènes qui sont sur une tellement longue durée, c'est comme si l'être humain, dans sa vie très courte, n'avait pas cette notion du très court et du très long. Et je pense qu'aussi, ça vient refléter ce côté vulnérabilité, besoin... dans ce côté masculin, nous on a besoin de rien. Donc on se tourne pas vers cette intériorité et ces fonctionnements-là. C'est comme l'andropause. Finalement, j'ai l'impression on commence à peine à s'intéresser à tout ça. Donc ce n'est que peut-être le début d'une longue investigation de comprendre aussi le fonctionnement des hommes. Et une autre thématique sur laquelle on échangeait en amont de cette interview, c'est la masturbation, parce que c'est quelque chose, je pense aujourd'hui, qui est très très tabou, qui à mon avis génère énormément de complexes. Comment toi tu l'abordes, comment t'essaies justement de la décomplexer, de la rendre sous un meilleur jour, on va dire. Eh bien,
Déjà, l'étymologie du mot masturbation, ben, ça veut dire souiller avec les mains, donc c'est pas très positif culturellement, c'est quand même empreint de quelque chose de très honteux dans notre culture judéo-chrétienne, ou même internationale. Ce mot est un peu dans dans toutes les langues un peu sales. Je serais curieux de savoir quel est le mot exact qu'ils utilisent dans d'autres cultures, hein, ou peut-être que ça il y a un autre imaginaire et bagage culturel. Mais moi, j'aime bien utiliser pour l'instant le mot anglais self-pleasuring, donc se faire plaisir à soi-même et de se dire que c'est juste un toucher plaisant qui nous plaît au niveau génital. Et j'aime beaucoup utiliser des nouveaux mots. Et heureusement, des nouveaux mots apparaissent dans la langue française régulièrement, hein. Les dictionnaires se mettent à jour, un peu comme le mot compersion est arrivé dans les dernières décennies, hein, qui est un peu l'inverse de la jalousie. Bon, au moins, on a mis un mot sur une autre manière de voir la relation et d'être éprouver une joie profonde de voir l'autre heureux. Si on utilise d'autres mots pour la masturbation, ça éveille d'autres univers aussi. Et notre manière de faire. On peut se dire, tiens, si c'était du self-pleasuring, quels sont les mouvements, les styles, le contact, qu'est-ce que j'y mettrais en fait, si j'étais libre, riche de mon expérience et de ce que la culture m'a déjà proposé, mais libre de tout ça, qu'est-ce que j'y mettrais? Parce qu'en fait, c'est juste le génital est a priori une des zones les plus sensibles du corps qui amène du plaisir. Non, a priori, c'est une zone de plaisir. Et si on en faisait un art, jusqu'où on pourrait aller pour considérer que c'est pas tabou et que on peut l'affiner, se décomplexer, se rendre compte que c'est naturel et que je pense que beaucoup d'hommes aiment la sexualité et même leur rapport sexuel parce que les premières expériences sexuelles sont liées à une masturbation qui a amené du plaisir, de la jouissance, de l'orgasme, une éjaculation, que sais-je, et que par exemple pour beaucoup de femmes, ça, à l'heure actuelle, ça vient de manière tardive ou plus timide. Alors certaines filles et femmes se permettent beaucoup plus jeunes, comme les hommes, à l'égalité des hommes, je dirais, ou quels que soient les genres, à apprendre rapidement et de se dire mais non, c'est appétitif et donc ça me plaît. Et donc si c'est appétitif et que ça me plaît, j'ai envie de reproduire l'expérience. Et quand j'y pense déjà, ça éveille un imaginaire positif de satisfaction, de joie, de plaisir. Et si quelque part, pour certaines femmes, ça ne l'est pas, c'est que probablement parce que il n'y a pas eu cette construction d'expérience corporelle et de mémoire cellulaire qui est très présente et qui est associée à plein de choses physiques et psychiques positives. Parce que dès que c'est appétitif, on a envie de le faire. Et là, si c'était moins complexé et bridé par la société, on pourrait avoir des rapports beaucoup plus satisfaisants, heureux, décomplexés. Et il faut quand même bien commencer par quelque chose. Je veux dire, tout seul, c'est s'apprendre et il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis à deux, tout se complexifie. À deux, on vit des choses qu'on ne vivrait pas tout seul. L'autre nous amène des désirs, des réactions, des modes de communication, des états d'humeur et des choses qu'on ne vivrait pas seul. Donc, accepter de vivre à deux ou d'être en relation, c'est d'accepter d'être stimulé en permanence par quelqu'un qui va nous amener des choses qu'on n'aurait jamais vécues tout seul. Et espérons-le que ça soit toujours pour construire quelque chose qui crée du lien, de l'intimité et du support mutuel. Mais si on accepte ça, on voit plus les interactions comme des difficultés où l'autre correspond pas, ou le juger, ou quoi que ce soit. On se rencontre, en fait. On se rend compte que l'autre nous amène, par défaut, parce qu'on accepte d'être en relation, plein de nouveautés. Et l'autre vient nous stimuler et nous révéler à nous-mêmes. Et quelque part, la sexualité, oui, la masturbation, certes, il y a tout un bagage, mais c'est cette manière dont on apprend à apprivoiser notre corps, notre plaisir, de le raffiner, d'être en lien et en désir de l'autre, et qu'ensuite, quand on est à deux, voilà, on est face à beaucoup plus de paramètres qui créent toute la richesse. Ensuite, hein, c'est ça qui crée toute la richesse et la dynamique. Ça met tout en mouvement. Mais il faut se l'apprivoiser quand même. Il faut pas attendre que l'autre nous fasse découvrir ou que l'autre va mieux connaître notre corps. Il y a que nous qui connaissons nos désirs, notre corps, notre bien-être. Ça arrive tellement souvent, parfois sous des éléments tout simples, mais je discutais dernièrement avec une personne qui faisait un stage tantra, ne fût-ce que le toucher. Il y a des gens, il y a 1000 manières de toucher. Il y a des gens, on reçoit un massage, j'ai pas osé dire, ou j'ai pas dit, ou c'était pas ce que je voulais, ou non, l'autre nous apporte quelque chose et puis on peut le guider, l'orienter. Il faut arriver à s'exprimer et on vit une expérience qu'on n'aurait pas vécue tout seul. Et l'autre avec sa sensibilité et son style, si ça match tout de suite, c'est facile. Mais en fait, on ne sait même pas pourquoi ça fonctionne. C'est juste que c'est facile et donc on est content.
Oui, mais quand justement c'est pas facile et plaisant tout de suite, ça veut dire qu'il faut avoir développé des habiletés communicatives et d'expression de soi pour amener l'autre à construire une aventure ensemble, à s'écouter suffisamment attentivement pour construire une histoire dans laquelle c'est appétitif pour les deux et on a envie de plus, et dire ah ouais là tu presses trop fort ou là c'est gênant ou cette partie-là elle est un peu timide pour moi ou ça c'est trop, il y a trop de pression, je préfère que c'est plus doux ou je préférerais que tu étendes ou que tu touches plusieurs zones à la fois ou c'est... Et donc s'apprendre et le toucher génital c'est comme n'importe quel toucher du corps, hein. Je veux dire, on peut aussi créer un orgasme en touchant d'autres parties que le génital. Et c'est parce que, et ça existe, et il y a des gens qui l'expérimentent. Faut juste se dire, rendons la chose un peu moins gênante, parce qu'elle est extrêmement plaisante. Et le plaisir est un peu tabou quand même dans notre société, je pense. Oui. Et toi, en tant qu'accompagnant, normalement, en tout bon accompagnant qui se respecte, on va dire, ça passe par son expérience à soi et son rapport à la pratique auquel on accompagne. Toi, qu'est-ce que te pencher, on va dire, sur ta sexualité, qu'est-ce que ça t'a amené à quoi? Quelles sont peut-être les problématiques ou des étapes, les steps par lesquels tu as dû passer? Oui, merci. Je suis passé par, comme je t'ai dit, l'énurésie, donc cette difficulté de comprendre comment mon mental et mon corps sont en interaction, et puis qui m'a amené vraiment sur tout un parcours de développement personnel très varié. Ensuite, j'avais aussi beaucoup de désirs sexuels et beaucoup de frustration. Donc j'ai commencé vraiment ma vie affective, sentimentale et autres avec beaucoup de frustration parce que à la fois bridé par toute cette expérience d'énurésie, mais aussi par des complexes physiques liés au porno, aux images mainstream. On grandit enfant ou ado ou jeune avec tout un modèle de voilà qui a priori pourrait nous rendre plus heureux. C'est un peu stupide, mais c'est vrai, on a l'impression que si on était ça ou ça, on serait plus heureux, alors que ça changerait rien, pas grand-chose, je pense. Mais avec beaucoup de frustration, j'étais pas satisfait de mon corps, j'étais pas nécessairement heureux, et sexuellement, j'étais assez frustré aussi dans mon couple parce que c'était pas, j'avais pas appris du tout à comment communiquer, comment m'exprimer, comment aussi finalement choisir des partenaires qui me correspondent aussi, parce que voilà, il y a une diversité et il y en a pour tout le monde et heureusement en fait. Soyez unique parce qu'en fait il y a des personnes qui cherchent votre unicité vraiment. Quand on fait son propre analyse personnelle, on se rend compte, ouais, je suis tellement différent. Ouais, mais si tout le monde fait cette auto-analyse, on est tous différents. Et c'est ce qui fait que réellement, on va aller vers des rencontres pleinement satisfaisantes parce que on rencontre vraiment des caractéristiques spécifiques chez quelqu'un, donc d'accepter son unicité et de la possibilité de se mettre en relation avec des partenaires qui nous correspondent vraiment. Ça, c'est important. Je suis quelque part... il y a peu de choses qui sont faites dans la société pour se dire qu'on rencontre quelqu'un plutôt que de faire avec. Il y a vraiment toute une conscience et une connaissance de soi qui fait que qu'on choisit quelqu'un, on le choisit vraiment. Tu vois, qu'on se lève tous les matins. Moi, je dis à ma compagne, on se dit souvent, on parle en anglais entre nous, I love you, I choose you. Mais je te choisis. C'est un acte volontaire. Parce que tu vois, on peut aimer des gens avec qui on va jamais vivre, ou des gens qu'on aime qui décident de pas vivre avec nous. Et donc, déjà, vivre avec quelqu'un, c'est fabuleux. C'est un plaisir en soi. Et de se dire que chaque matin, c'est un choix personnel. On peut partir à chaque instant. Et c'est une décision personnelle de célébrer la vie à deux et de se soutenir et de créer ces moments en se connaissant très bien. C'est ce que j'ai commencé, c'était beaucoup de frustration parce que c'est pas évident de parler de sexualité. Moi, j'étais fort passionné, ma partenaire pas du tout. Moi, j'aimais beaucoup le côté spirituel, développement personnel, toute cette introspection pour ma compagne, tu vois, un peu dans les mythes homme-femme, parfois on peut se perdre, mais elle était beaucoup plus dans une approche, on va dire, stéréotypée masculine, si on peut dire, on fait, et puis voilà, quoi, mais il n'y avait pas nécessairement toute la passion de ce que ça représentait pour moi. Et ça, c'est aussi, ça demande de se connaître, apprendre à s'aider l'un l'autre à grandir. Je pense que c'est important. Dans les parcours, j'ai
Moi, j'ai découvert la méditation orgasmique. C'est une manière de méditer sur l'énergie sexuelle sur base d'un toucher clitoridien. Donc, c'est bien particulier. C'est une méthode bien précise et structurée que je trouve fabuleuse et qui donne énormément de pistes et qui m'ont aidé à progresser énormément dans ma sexualité. Mais c'est lié à la pleine écoute de soi-même. C'est-à-dire, on vit les choses à deux, mais je suis en train de sentir les petits détails qui sont dans mon corps. Et ça change énormément, en fait. Je confirme. Toutes les petits détails. Moi, ça peut être aussi un conseil que je peux donner aux gens qui écoutent, c'est peu importe l'acte sexuel qu'ils ont eu, même si c'est pas pleinement satisfaisant, il y a des choses qui étaient pas géniaux, c'est dire, mais qu'est-ce qui était vraiment chouette? Focalisez votre attention sur vraiment ce qui était bon. C'est peut-être la phase du désir, peut-être la phase du rendez-vous, peut-être la phase où on se déshabille, peut-être certains moments de toucher ou de pause ou de communication ou de partage de désir ou de stimulation pour ou l'après, on va dire pic orgasmique ou que sais-je, les moments qui viennent après. C'est de vraiment souligner et donner de l'importance à tous ces moments qui sont des pépites et qui en fait créent notre vraie satiété, notre vraie satisfaction, notre pleine joie de vivre et de reproduire et de revenir à cette expérience sexuelle qui est belle, et peu importe sa forme et peu importe la fréquence aussi. Ça augmente aussi la satiété et le bien-être et ensuite on donne quelque part. J'ai changé plusieurs fois aussi ma vision de la sexualité pour permettre d'autres types d'expériences. Et c'est vrai que après les choses viennent de manière concomitante, c'est-à-dire qu'on pose une intention, on se laisse un champ des possibles, mais on sait jamais rien provoquer dans la vie. Hein. Ça vient et puis c'est comme rencontrer quelqu'un. Hein. Pourquoi tel jour, telle date, à tel moment, ça se produit tout simplement. Mais je pense que ça part d'une intention, d'être patient. Et j'avais vraiment l'intention de découvrir ma sexualité de manière totalement différente. Et j'ai découvert, pour ma part, ce que j'appelle l'état orgasmique, c'est vraiment de vivre c'est que tu vois, la plupart des hommes ou des femmes qui orgasment, c'est quelques secondes ou c'est un moment bref. Et bien moi, je restais, si on considère que ça c'est 10 sur 10 en termes de plaisir, ben moi je restais à 9 sur 10 pendant des jours, des mois, même pendant plusieurs années. Ah oui, et j'ai réactivé ça par le yoga, par le son, par un état d'être, par le fait d'être aligné avec moi-même. Moi, j'ai vraiment senti que cet état d'orgasme, j'arrivais à simplement l'éveiller en moi par la joie d'être pleinement aligné avec moi-même. Donc d'être vraiment sur mon chemin à moi, authentique, avec tous les risques et les peurs et tout ce que ça peut représenter, mais je m'en fous, j'ai tellement bien avec moi-même. Et cette joie intérieure profonde qui est une satisfaction grande, c'est un sourire qui vient profond de l'intérieur, et bien il activait toute l'énergie sexuelle, quoi. Et ça, c'est parce qu'aussi je me suis permis de faire des expériences nouvelles, d'écouter mon intuition, de laisser venir l'imprévu, ce que je pouvais même pas imaginer ou considérer, et de pas essayer de forcer un résultat plutôt qu'un autre. Et à force de pratiquer, de comprendre, de méditer, de faire des exercices tant de tantra que de méditation et autres, c'est développer une sensibilité du corps et un rapport à l'énergie sexuelle totalement différent. Et j'en suis super content de ce parcours. Moi, c'est pour ça que j'ai changé de métier. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Tu me disais comment on devient sexologue. Eh ben, figure-toi qu'un des points déclencheurs, c'est le plaisir et l'orgasme. Je suis parti du constat de me dire, j'ai vécu plusieurs orgasmes espacés par plusieurs années, mais plusieurs orgasmes dans ma vie qui étaient fabuleux, mais qui m'ont vraiment été transcendantales pour moi. Je me dis, waouh, c'est tellement impressionnant. Et je me dis, comment ça se fait que les adultes n'en parlent pas? Enfin, moi, j'en parle pas, tout comme les autres, hein, je veux dire, mais soit ils le vivent pas, et je me dis, c'est dommage, alors faudrait peut-être s'entraider pour qu'il y en ait plus, ou soit on est trop timide, et c'est dommage de garder ça secret, privé, et de pas le partager, en fait. C'est tellement chouette de transmettre et d'être enthousiaste et de s'entraider. Et je me suis dit, peu importe la raison, pour moi, c'est problématique. Je me dis, j'ai envie de changer ça. J'ai envie de contribuer, de me dire, c'est pas grave. Si les autres n'en parlent pas parce qu'ils sont timides et c'est leur vie privée, moi, je vais en parler. Et c'est parti de ce constat-là. Vers 18 ans, je pense, 18, 20, je sais plus l'âge exact, plutôt la vingtaine. J'étais en chambre d'étudiant dans mes études d'ingénieur et je lisais des livres de sexualité et
J'ai fait la technique du edging. Tu vois, le edging, c'est-à-dire tu montes en plaisir et puis avant d'être au pic de l'orgasme, tu ralentis, tu t'arrêtes aussi longtemps que tu veux et tu fais des Et tu vagues de repars. plaisir. Ouais. Bon. Et j'ai fait ça pendant environ 45 minutes. Et puis j'ai un orgasme qui m'a fait vibrer, mettre des orteils aux cheveux, mais c'est vraiment littéral. Ouais. Et je me dis, waouh, après ça, tu vois la vie autrement. Tu dis, tu peux plus sortir dans la rue en tant qu'étudiant. Tout a changé de couleur. Tout a pris des colorations différentes. Et tu dis, attends, il y a eu un avant, après. Il y a l'Olivier avant l'expérience et l'Olivier après. Et je dis, il faut vraiment que je développe. Et c'est vrai que même en tant qu'ingénieur, à un moment, j'ai eu du mal à terminer mes études. C'est arrivé en avril. Ah oui, donc ça devait être, j'avais 20 ans. Et, 21. Et, j'avais, je sais plus si c'est première année ou deuxième année d'études, de côté étudiant, de chambre étudiant. Et j'avais du mal à terminer mes études en disant, ça m'appelle, il faut que je fasse un truc. Mais j'étais pas prêt, je manquais de compétences, voilà, il manquait des ingrédients. Et ma vie d'ingénieur m'a amené énormément de choses. Je pense que je suis coach et sexologue aujourd'hui grâce à ma vie d'ingénieur. Parce que j'ai pu développer. Il n'y a pas de hasard. Indépendamment du domaine du plaisir et de la relation de la sexualité. Donc, sans les enjeux aussi intenses que cela, je me suis expérimenté, moi, avec moi-même, sur la relation humaine, le management, l'expression des désirs, la gestion de la créativité. Et donc, j'ai fait des cours sur l'art de poser des questions, la questiologie, j'ai fait sur l'assertivité, sur la gestion de projet, sur le fait de créer des choses ensemble, sur le management, sur l'émotionnel, sur l'expression de soi, la communication non violente, tout ça, tous ces domaines très connus du développement personnel. Et en fait, riche de tout ça, je me suis dit, ben maintenant, je vais les appliquer pour la sexologie. Il est peut-être temps qu'on avance collectivement, en tout cas que moi, j'ose le faire. Et c'est venu comme ça, quoi. Et aujourd'hui, tu me disais quel a été mon parcours, moi, dans ma sexualité. Bien aujourd'hui aussi, j'ai la chance aussi d'être avec une partenaire de vie qui est très à l'aise avec son corps, sa sexualité, et on est extrêmement épanoui dans notre vie. J'ai la gratitude chaque matin pour dire waouh, c'est fantastique ce qu'on vit depuis plus de 2 ans ensemble. Et en fait, on a décidé de faire des ateliers aussi pour les couples, en fait, et de proposer des moments, parce qu'en fait, là, je dirais qu'une des beautés, c'est juste créer déjà l'espace-temps, tu vois, un moment dans la vie où on dit, tiens, on vous propose un atelier, on peut se retrouver entre adultes, couples, que sais-je, et de passer des moments pour développer et affiner un sujet, et de se déposer, et de grandir ensemble. Et on a la joie de pouvoir le faire ensemble, parce qu'on a cette motivation personnelle et de couple, d'être visible et d'oser s'afficher dans notre vulnérabilité telle que notre sexualité est. Et de proposer des moments de rencontre avec les autres. Donc ça, je suis très content. C'est dans mon parcours aussi une joie, en fait. Chouette. J'entends. Et on arrive à la fin. Pour un peu reprendre peut-être tout ce que des mots un peu que tu as partagé dans les quelques minutes précédentes. En termes de conseils, qu'est-ce que tu dirais, quels sont les ingrédients pour une sexualité épanouie? Eh bien, c'est évident que y a beaucoup de conseils possibles et que la communication est fondamentale. Je dirais que le premier que j'aurais envie de mentionner aujourd'hui, c'est l'improvisation. Je parlais du spectacle d'improvisation, mais je pense que dès qu'on est dans une relation affective et sexuelle, on est dans le domaine de l'impro. Ça demande une profonde écoute de ce que l'autre dit, propose et est, et d'accompagner. Si on écoute un théâtre impro, il y a un niveau d'écoute très puissant, et on est toujours en train d'accompagner. Si quelqu'un dit je m'appelle Marianne, pendant toute l'improvisation, elle s'appelle Marianne, à moins d'avoir un événement dans l'impro qui fait qu'elle change de nom. Mais ok, elle a un chien, ok. Et donc c'est toujours oui et on crée une histoire cohérente où l'écoute est hyper fondamentale. Et donc quelque part, on parle beaucoup de consentement, par exemple, dans les thématiques sexuelles aujourd'hui, en éducation à l'école, ou bien culturellement, on sait qu'il y a des subsides, tout ça pour aussi soutenir toutes ces démarches de conscience, de respect et de consentement. Mais ça n'empêche que tout est pas écrit, et on va pas écrire un contrat et signer à l'avance toute l'aventure. Ça perd un peu aussi, comme disent les gens, ça perd un peu de sa spontanéité et de ce côté pétillant et découverte. Et si on savait tout à l'avance, on n'aurait peut-être pas envie de vivre l'expérience. Donc,
développer notre habilité d'être en improvisation constante et que quand la capsule est finie, c'est pas grave, c'est fini. Demain ou tout à l'heure, c'est une autre capsule. On réimprovise autre chose. On ferme les parenthèses, on dit OK et on part sur autre chose. Je pense que se rendre compte il n'y a pas de formule magique en sexualité. C'est vraiment écouter l'autre et de jouer avec ça, se rencontrer soi à travers l'autre et vice versa. Ça, c'est le premier conseil. Et donc, la deuxième, c'est la pleine conscience pour moi. Parce que quelque part, moi, je suis plutôt de l'approche slow sex et sexualité holistique et méditation orgasmique. Et je trouve que la pleine conscience est vraiment fantastique. C'est-à-dire ralentir pour bien sentir les choses. Et c'est souvent dans les tout petits détails qu'on se rend compte qu'en fait, le moment est magique, mais c'est parce qu'il faut avoir les yeux pour le voir magique. Ou sinon, tout est un peu plat, sans coloration, un peu terne. Mettre une pleine conscience et donc être pleinement présent aussi. Parce que dans la pleine conscience, il y a être pleinement présent de ce qu'on fait. Et puis le troisième, j'aurais envie de dire, inspirez-vous aussi des arts qui vous paraissent. Parce que pour moi, la sexualité, c'est aussi quelque chose de spontané et comme un art, c'est parce qu'on y est souvent qu'on en fait quelque chose de beau, qu'on augmente nos compétences. Un sculpteur, il peut pas faire une super statue, je sais pas, même d'une statue de nu, comme ça du jour au lendemain. C'est des années d'expérience, d'essais, de rater, de refaire, d'essayer une technique plutôt qu'une autre, d'y revenir. C'est fonction de son inspiration du moment, de qui il rencontre. Et finalement, plein d'artistes font des œuvres incroyables, que ça soit l'œuvre musicale ou des tableaux, ou que sais-je, et sculpture, enfin voilà, peu importe. Et de s'inspirer un peu de ça et de voir quels sont les ingrédients dans l'art qui pourraient nous aider dans notre sexualité ou dans notre rapport à l'autre. Intéressant. De voir les choses autrement, de changer les ingrédients. Un artiste, il change peut-être de matériaux, il affine, il teste, il ajuste, il est créatif. Il base son savoir-faire sur beaucoup d'expérience et beaucoup d'audace et de créativité, sans essayer de correspondre à qui que ce soit. Et même si on prend l'art culinaire, on se rend compte de toute la beauté de l'art culinaire. Quand on parle de slow sex, ça vient quand même du mouvement slow food, hein. C'est quelque part inspiré de toutes les valeurs du slow food en slow sex. Si déjà on appliquait ce ravinement culinaire du slow food vers le slow sex, vers la sexualité, on pourrait déjà révolutionner sa propre sexualité et de dire ok, ce qui existait c'est du passé, c'est un autre univers, c'était d'autres paramètres. Maintenant je l'enrichis d'un nouveau point de vue et je peux peut-être emmener mon ou ma partenaire par la main petit à petit, sans rien forcer, sans rien provoquer, sans rien essayer d'atteindre ou de forcer, juste dire allez, j'amène des habitudes différentes dans ma perception et ma manière d'être à la sexualité et puis oser parler aussi. Je pense qu'en fait c'est difficile d'avancer si on rencontre personne. Et le quatrième conseil qui pour moi est très important, que j'aurais envie de donner, qui pourrait aussi révolutionner un peu collectivement ce qu'on fait, c'est en sexualité, c'est oser parler, oser la rencontre au niveau de la sexualité, c'est-à-dire que aller vers l'autre pour en parler, oser ouvrir le dialogue, sans enjeu, juste le plaisir déjà d'aborder le sujet. Peut-être que dans votre réseau proche, il y a peut-être une personne avec qui c'est possible, déjà oser le faire avec cette personne, ou bien vous connaissez pas, c'est pas grave. Trouvez des événements dans votre ville, dans votre région, qui pourraient quelque part des gens qui peuvent parler de sexualité de manière plus libre, parce qu'on évolue collectivement. Et je pense et on s'enrichit. Si on reste chacun de son côté, c'est ce qui se passe un peu en sexualité, parce qu'on dit que c'est de la vie intime, c'est gênant, c'est timide, c'est moi, c'est privé, c'est mon jardin secret. Je pense qu'alors il faut pas s'étonner que ça fonctionne pas bien. Moi, je suis ingénieur, mais tu vois, si aucun ingénieur se communiquait, on construirait pas des ponts, des buildings et des choses incroyables. On n'aurait pas fait Internet. Internet, c'est aussi parce que c'est une intelligence collective. Et je pense qu'en sexualité, on fera vraiment des avancées, qu'on osera en parler, vraiment révéler qui on est et voir qu'est-ce qui fonctionne chez les uns, qu'est-ce qui les inspire, quel est leur parcours, leur histoire, qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les met en éveil. En quoi ils sont différents, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'on n'a pas fait et qui pourrait nous inspirer. Je crois qu'on a créé une richesse industrielle aujourd'hui énorme, matérielle et productive colossale, parce qu'en fait, pour des raisons financières,
on est dans cette relation, cette inspiration, même un peu compétition, mais en tout cas, on est toujours à la recherche d'être en mouvement, d'être en lien et de créer quelque chose et de la richesse. Et on pourrait simplement faire la même chose en sexualité, en relation. Comment dire? Ok, on pourrait le faire. S'il y avait sans compétition, sans être complexé, si tu me parlais de ta relation, qu'est-ce qui va, par où t'es passé, quelle est ton histoire, juste être curieux des autres et d'aller à la rencontre et déjà créer collectivement cette démarche d'enrichissement mutuel. On va tous avancer en parallèle. On va se dire, en une génération, on peut transformer l'humanité, quoi. C'est à portée de main, quoi. Et ça vient, je pense que c'est juste un petit shift d'oser se permettre d'en parler autour de soi. Merci. C'est bien, ça fait le lien avec l'épisode précédent qui est sur l'intelligence collective, donc c'est parfait. Merci Olivier, merci pour cet échange, montrer ce que c'est la sexologie, pourquoi on peut aller vers consulter un sexologue et décomplexer la sexualité. Donc merci à toi pour tes mots, pour tes lumières. Est-ce que tu as un mot pour terminer avant de nous quitter? Eh bien, d'une part, un grand merci pour ton podcast, Loïc, parce que vraiment, moi, j'en ai écouté plusieurs et j'aime beaucoup. Et je sais que quand j'ai des longues routes en voiture, j'aime écouter des expériences d'hommes et leur sensibilité et leur histoire. Et c'est un cadeau que tu me fais, en tout cas. Donc, je voulais te dire merci pour ce cadeau de toutes ces créations, parce que ça prend du temps et c'est beaucoup de travail aussi. Oui. Merci pour moi-même et aussi pour les autres, j'imagine, à qui ça fait plaisir. Et puis, j'espère que ce podcast pourra, d'une manière aussi simple que possible, apporter des pistes de mieux-être pour les gens qui nous écoutent. Peut-être qu'il va se diffuser, être relayé et de le partager à d'autres personnes et d'oser voir la sexologie différemment. Je crois qu'on parle tellement peu de sexologie qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Souvent, je pose la question autour de moi, que ça soit en cercle de parole, homme ou adulte, je demande qui connaît un sexologue. Et c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare qu'un jeune ou un adulte me dise je connais un sexologue. Et encore moins les gens qui savent ce qu'est la sexologie ou ce qu'on y fait et qu'est-ce qu'on peut faire. On a l'impression qu'on doit y aller que quand il y a un problème ou que c'est vraiment on a cumulé des difficultés ou des conflits ou une thérapie de couple. Je pense que il y a beaucoup plus à faire et ma vie est passionnante. Moi, je trouve que c'est le métier pour ma part qui est le plus passionnant du monde. Mais écoute, cette joie fait plaisir à entendre. Et oui, c'est le souhait que j'ai à travers ce podcast, de pouvoir un peu justement éclairer certaines thématiques, certaines choses qui pourraient nous aider individuellement et collectivement à mieux vivre. Mais écoute Olivier, je te souhaite une belle fin de journée et puis à très bientôt, au plaisir. Oui, à tout bientôt, merci. Salut Olivier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi qu'à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi donner une note sur votre plateforme de podcast préférée. Enfin, si vous avez des suggestions, des remarques ou encore des idées d'invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message via le site domahome.fr ou encore sur Instagram, domahome podcast tout attaché. À bientôt pour un nouvel épisode.